Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Digitalmen et aujourd'hui un débrief de ce Mobile World Congress. Beaucoup de buzz, beaucoup d'attentes, beaucoup de sujets. Parfois un peu déçu et parfois un peu surpris. Parfois un peu déçu. Mais bon, un peu on va en parler. En tout cas, c'est à Barcelone puisque c'est le dernier jour. On est jeudi si vous nous écoutez en live. Oui. C'est le dernier jour, ça a commencé lundi. Alors le Mobile World Congress, c'est comme son nom l'indique, un salon qui est dédié au mobile, même si on ne parle pas que mobile et on va en reparler tout à l'heure. On va le comparer peut-être à celui qu'on a fait ensemble aussi avec vous quand vous l'avez suivi à Las Vegas, qui est le CES. Alors, certains disent quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le CES vend du rêve et le Mobile World Congress monétise ce rêve une fois qu'il est devenu réalité. Voilà, donc on a d'un côté une réunion de 4000 exposants et 200 000 visiteurs qui viennent voir tout et n'importe où et n'importe quoi dans tous les domaines de l'électronique grand public, c'est au CES. Et puis au Mobile World Congress, on a des choses un peu moins de monde, on a à peu près 80-90 000 personnes qui viennent à Barcelone. Bon, il fait froid, hein, il y a même eu des flocons, attention. Hein. Donc, croyez pas que c'est le rêve. Voilà. Mais bon. Bon, qu'est-ce qu'on parlait cette année ? Dans un salon des telcos, il y a eu quand même l'annonce majeure que tout le monde attendait. Hein. Bon, nous, on essaye de déduire ce qui va se passer après, hein, les conséquences de ce que l'on a vu et ce que l'on a pu lire aussi au sujet du Mobile World Congress. Mais l'annonce majeure, c'était un Coréen qui l'a fait. C'était incohérent. Et j'étais parti sur la 5G, moi, déjà. Mais bon. Alors, il est parti à la fin. Alors, effectivement, merci de nous avoir écoutés. C'est Samsung. Mais oui. Alors, Samsung qui a quand même balancé, je vais dire, un très beau téléphone. Oui, le S9 qui à plus de $1,000. $1,000. Non, il est juste en dessous. Oh, arrête tes conneries. Tu rajoutes une option, c'est cramé. Voilà, en fait, il flirte avec les $1,000 de l'iPhone. Effectivement. Donc, à tous les amateurs de Samsung, à tous les fanas d'Android, dont vous faites peut-être partie, ne vous foutez plus de notre gueule quand nous, on a des trucs comme ça qui valent les yeux de la tête. Voilà, exactement. Donc ce S9, puisque c'est le Samsung S9 qui existe en deux tailles. Alors la promesse de Samsung était assez intéressante parce qu'il n'était pas là l'année dernière. Parce que suite au problème qu'ils avaient eu avec le S7, ils avaient annoncé la sortie du S8 en décalage avec le Mobile World Congress, etc. Donc là, ils revenaient au Mobile World Congress, c'est normal. Ils ont présenté un produit qui était beaucoup plus abouti, évidemment, avec un processeur plus rapide, surtout beaucoup plus d'intégration avec de l'intelligence artificielle. Alors, celui qu'on va voir à l'écran là, c'est pas du tout un Samsung. Hein. Celui qu'on va voir à l'écran, je crois que c'est un Asus. Mais vous avez vu, il ressemble drôlement à l'iPhone. C'est une copie exacte. Voilà. Non. C'est une honte. Non. Samsung n'aurait pas osé. Mais voilà ce qu'on pouvait voir, c'était le côté un peu comique du Mobile World Congress. Il y avait beaucoup d'iPhone 10 like. Le S9 est quand même très joli. D'ailleurs, on a vu un article tout à l'heure, je crois, qui disait qu'effectivement, Apple aurait finalement dominer ce Mobile World Congress sans être présent. Parce que c'est vrai qu'en manque d'innovation, on copie. Je crois que c'est à peu près le plus simple. Exactement. Mais bon, Samsung arrive quand même avec des processeurs neuromorphiques, avec de l'intelligence artificielle pour gérer les photos de façon plus optimum, avec de la compatibilité avec de la réalité augmentée, avec Bixby évidemment, et puis la promesse de pouvoir communiquer avec tous les appareils électroménagers connectables de Samsung. Oui, dont on avait parlé dans un précédent épisode. Exactement. Et surtout, probablement, grâce à Luc Julia et à l'article Cloud sécurisé, d'avoir une promesse d'un écosystème qui soit piloté par Samsung. Bref, le S9 serait un des premiers smartphones qui pourrait être au cœur de cet environnement complètement pilotable de produits de la marque. Rappelons-le, à $1,000. À $1,000. J'insiste quand même, c'est notre réputation quand même de fanat de la pop. Il y a aussi une distinction qu'on voulait faire quand même pour Huawei. Alors Huawei, c'est un énorme constructeur chinois. Alors si le numéro 1 des fabricants de téléphones aujourd'hui c'est Samsung dans le monde au niveau des smartphones, Huawei est le numéro 2. Et ils ont fait la promotion de façon très originale de leur processeur neuromorphique qui s'appelle le Kirin 970. Donc voilà, je crois qu'on a une petite photo du processeur. Donc ça, Mathieu, qui est le roi du stockage photo, le voilà. Et alors ce processeur neuromorphique, on va rester dessus un petit peu, il a été intégré dans un téléphone dont j'ai oublié la référence, mais qui est évidemment un téléphone Huawei. Et ils l'ont installé sur un parking, dans une Porsche, et ils ont essayé de démontrer qu'avec sa capacité de traitement, avec son intelligence artificielle et sa capacité donc de traitement, ce téléphone allait, grâce à sa caméra, pouvoir donner des instructions à la voiture pour éviter des obstacles. En gros, installez votre téléphone dans votre voiture et comme ça, vous allez avoir une voiture qui sera
un petit peu de l'autopilote. C'est la Tesla de l'ultra pauvre. L'ultra pauvre qui a quand même les moyens de s'acheter son téléphone Huawei. Mais en tout cas, la démonstration, bon, elle n'était pas très probante, mais ce qui nous a intéressé, et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est que finalement, c'est peut-être le début avec ces nouveaux processeurs, et qui vont continuer à évoluer évidemment, avec ces nouveaux processeurs que l'on peut intégrer aujourd'hui dans des smartphones, c'est peut-être le début d'une nouvelle fonctionnalité qui pourra, avec notre smartphone qu'on avait l'habitude de mettre sur le tableau de bord pour suivre Waze et pour trouver sa route, eh bien en plus, il va pouvoir donner peut-être des alertes, alors pas forcément à reprendre le contrôle sur la voiture, mais vous donner des alertes en temps réel sur des obstacles qu'il pourrait détecter avec de l'analyse de l'environnement, avec de l'analyse d'image grâce à ses processeurs, à ses processeurs. On avait la photo d'ailleurs, je crois, de la Porsche. De Deep Learning. Oui, on a la photo de la Porsche. Voilà. Le voilà, il a installé à l'intérieur. Alors, en plus, comme il pleut, vous voyez bien qu'il y a un petit problème au niveau de la caméra du smartphone. Alors, cette Porsche, on n'a pas la photo, mais il y avait une énorme installation de prise de vue qui était sur le capot, enfin sur le toit. Mais on voit bien de toute façon. Mais on voit bien l'idée, il y a du travail, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de promesses. Alors, en même temps, Huawei, effectivement, qui a quelques difficultés quand même pour s'implanter sur le marché américain. Alors les Américains, ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas équipements. Du tout. Non, parce qu'il y a des mouchards, il y a tous ces éléments. Parce qu'ils sont chinois. Parce qu'ils sont chinois et parce que effectivement, on n'en veut pas. Pour prévenir. Alors les contre Américains, effectivement, bon, voilà. En tout cas, ça, effectivement, c'est dit. Huawei qui a fait quand même sensation. Il faut dire ce qu'il y a sur ce CES. Non, CES, Mobile World Congress. Excusez-nous. Il est encore de l'autre côté. Je suis encore de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, bon. Bon, tu voulais nous parler d'une annonce cocasse parce que ça te rappelle ta jeunesse. J'adore ça, effectivement. L'année dernière, nous avions eu le plaisir, le revival de vivre ce moment unique du jeu du serpent, ce retour, ce flashback de Nokia. Et c'est vrai que cette année, c'est ça qui est quand même assez génial. On revient. Bon, alors attention, l'année dernière, il y avait eu un buzz énorme. Et oui, alors en même temps, effectivement, mais c'était l'exploitation de la marque Nokia sur ce sujet. Oui, mais pas fait par eux. Voilà, mais le buzz, c'était quand même de dire on fait revivre un téléphone mythique qui était le 3310. Et alors, on pouvait voir l'année dernière des journalistes par centaines autour de ce téléphone qui ne fait pas grand-chose parce qu'il est juste 3G. Et cette année, ils se sont dit, si on refaisait la même chose. Et ils ont refait la même chose avec le fameux téléphone pour les fans de la série, enfin pas de la série, de la série de films Matrix. Oui, le téléphone de Neo, c'est un téléphone glissant. Et ce téléphone glissant, ce n'était autre qu'à l'époque le téléphone de Nokia, le 8110. Alors là, il est 4G cette année. Et il fait toujours, c'est toujours pas un smartphone. Non, il ne faut pas déconner non plus. Voilà, il prend des photos, etc. Mais c'est génial. En fait, d'ailleurs, je pense qu'on va, sur le prochain épisode, faire un Back to the Future et ramener tous nos anciens téléphones portables. Ce serait sympa avec le bebop. Alors attention, parce que moi j'ai un authentique 7110 qui était avant le 90. C'est génial, franchement. Avec tous les tam-tams, etc. Ah oui, je dois avoir ça encore. C'était fantastique. Ta plaie, ça coûtait plus cher aussi, les palmes très hausses. non, franchement, si vous avez des objets, envoyez-les nous parce que on les mettra effectivement. Je pense que Nokia paraît mais nous fait revivre quand même ces moments autour de la nostalgie de l'objet. Parce que finalement, c'était des objets. On avait ce côté. Aujourd'hui, l'iPhone, c'est effectivement ou le S9, c'est très tactile. Mais l'objet était vachement intéressant à l'époque. Et c'est vrai que ce 3310, on a tous ce souvenir de toutes ces touches qu'on enfonçait dans tous les sens. Et pour écrire un texto, il fallait appuyer 3 fois. C'était génial. C'était la grande époque du T9. Oui, c'est-à-dire de la prédiction des on était dans la préhistoire de ce qui pouvait être une technologie. Alors pour faire une petite transition, Nokia est aussi un équipementier et a fait beaucoup d'annonces autour de la 5G et autour des équipements 5G parce que finalement le buzzword, si l'année dernière c'était de l'IA, le buzzword de cette année c'est la 5G. Oui, et l'IA étant devenu le mot-clé marketing, on s'aperçoit que la structure 5G, enfin le réseau 5G, on en a énormément parlé. Alors en même temps, la 5G, ça va se déployer progressivement. Les premières attributions de fréquences, les premiers tests vont avoir lieu. D'ailleurs, il y a même, je ne sais plus quel opérateur qui a dit qu'ils allaient lancer déjà un téléphone 5G sans même qu'il soit compatible, enfin sans même qu'il y ait de réseau. En réalité, je ne me rappelle plus, mais bon, ça nous reviendra un petit peu. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tests. Alors Orange a déclaré qu'ils faisaient des tests du côté de Lille, Douai, Bouygues fait des tests du côté de Bordeaux. Alors d'abord parce qu'il y a des attributions de fréquences qui sont faites pour opérer ces tests. Ce qui est sûr, c'est que certains promettent. Alors sur le Mobile World Congress, cette année, tout le monde parle de la 5G, tout le monde est ready pour la 5G, c'est 5G demain, mais il n'y a pas de téléphone 5G.
Non, pas encore. Pour l'instant. Voilà. Pas encore. Par contre, il y avait une expérience qui était intéressante. Voilà, si vous connaissez un petit peu Barcelone, vous avez un téléphérique qui passe au-dessus du port. Vous avez une vue magnifique sur la ville et puis sur la mer. Ils avaient installé une caméra haute définition 360. Elle était relayée en 5G sur le stand d'Orange et vous pouviez visualiser évidemment ce survol de Barcelone sans latence, parce que c'est aussi la promesse de la 5G. Eh bien, vous pouviez visualiser en haute définition à 360 degrés avec simplement votre casque que vous pouviez chausser sur le stand d'Orange en haute définition, avec une liaison 5G. Bon, ça, c'était une petite... L'année dernière, ils avaient conduit une voiture à distance avec de la 5G à Barcelone, sur le circuit, exactement. Voilà. Donc bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les premières caractéristiques ont été définies, les premières normes ont été définies en septembre ou décembre de l'année dernière. Le déploiement aura lieu jusqu'en 2025 en France, donc il y a un peu de temps. Voilà, certains disent que les premiers déploiements, ça serait 2019. Les plus optimistes, enfin les plus raisonnables disent que c'est 2020 pour les Jeux Olympiques. Pour les tranches qui sont les tranches dédiées à l'IoT, ce sera plutôt 2021. Et là, il y a d'énormes business qui sont en train de se préparer. Et ça, c'est ce que l'on va voir après sur l'évolution du mobile que l'on a pu observer à Barcelone. Il y a d'énormes promesses qui sont en fait dans cette mobilité qui va devenir une norme avec et grâce à la 5G et grâce à partir de 2021, tous ces objets que l'on va pouvoir connecter, des objets personnels, des objets industriels, ça va révolutionner. Il y a énormément d'opportunités de business et d'écosystèmes qui vont se créer autour de cette capacité. Alors, on rappelle que les premières tranches, ce sera essentiellement des tranches de data, celles qui vont nous permettre d'aller 10 fois plus vite que la 4G et surtout d'y aller avec un débit constant. Ça, c'est quand même c'est ce qui va changer par rapport à la 4G. Quand on sera un petit peu loin du cœur de la cellule, on aura toujours du débit, alors que la 4G, dès qu'on s'éloigne un petit peu des antennes, alors quand on est en ville, c'est très dense. Vous vous rendez compte quand vous êtes en province, vous êtes à l'extérieur, ça y est, vous avez à peu près le débit parce que il n'y a pas trop d'obstacles. Et puis dès que vous rentrez dans une maison avec des murs un peu épais, ça y est, vous n'avez pas. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. On voulait parler d'Arcos aussi accessoirement. Alors, Arcos, fabricant français. Oui, notre de tablettes, l'un des premiers à avoir sorti vraiment des iPads avant les iPads. C'était génial, on chargeait c'était le salon de la nostalgie presque. En tout cas, Arcos, qui continue évidemment à produire de nouveaux projets, ils ont sorti quelque chose qui est pas mal parce qu'ils avaient déjà depuis. Ah oui, tu l'as sorti un petit peu en avant. Je voulais parler de la Pico One. La Pico One, c'est quoi? C'est une prise. C'est une prise. On l'a pas. Donc voilà, on n'a pas pris la photo. Donc c'est une prise électrique Pico, P-I-C-O, One, W-A-N. C'est une prise sur laquelle vous allez pouvoir brancher ce que vous voulez, sauf que cette prise, vous allez pouvoir la piloter à distance grâce au réseau LoRa. LoRa, L-O-R-A, on en a parlé, il y a une vidéo là-dessus. Ce que tu avais montré, c'était la City Connect. La City Connect que je vais naturellement passer commande incessamment sous peu. Pour 499 et c'est à peu près disponible cet été, nous ont-ils dit. J'espère pour la période estivale qui nous permettra d'aller au bureau différemment. Alors, trottinette électrique qui vous permet d'aller jusqu'à 20, 22, 23 ou 24 km, enfin entre 20 et 25, je ne me rappelle plus. C'est bien, on peut renverser des gens. On peut renverser, c'est cool. Et puis, bien entendu, qui est équipé d'un téléphone intégré, enfin pas d'un téléphone, mais d'un écran qui est intégré sur le dessus. Voilà, c'est pas du tout, vous n'introduisez pas du tout votre smartphone, vous avez un écran qui est intégré et sur cet écran, vous allez évidemment pouvoir répondre à vos appels parce qu'il sera relié à votre téléphone, vous allez pouvoir évidemment avoir de la navigation, etc. Certains ont même dit, mais en fait, c'est la Tesla de la trottinette. Voilà, c'est plutôt un charmant commentaire. Voilà. Alors, certains ont dit aussi, les mauvaises langues, c'était une copie de la Xiaomi. En fait, oui, c'est vrai qu'ils en ont lancé une. Oui. Voilà, c'est sur la base de la Xiaomi qui est beaucoup moins chère, mais en fait, Arcos a amené des tas d'améliorations. Alors, notamment des améliorations au niveau des pneus. Les pneus sont des pneus pleins alvéolés pour avoir du confort, pleins pour pas crever. Et comme ça, vous n'avez pas de pneus changés. Voilà. Il y a quand même un petit disque de frein. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un souci du détail qui était quand même intéressant sur cet objet. Et puis le prix est plutôt relativement abordable. Ça reste une trottinette connectée. Enfin, connectée dans une certaine mesure. Si, elle sera connectée grâce à son écran. Alors l'écran, en plus, il y a beaucoup de travail puisqu'il faut que ça résiste au choc, il faut que ça résiste à la température, il faut que ça résiste à la pluie, etc. C'est assez monumental. Donc, ils ont plutôt bien travaillé. En tout cas, ils ouvrent la porte de cette tendance qui, d'un côté, avec la 5G, qui va nous amener un certain nombre de nouveaux services avec des objets qu'aujourd'hui on imagine et peut-être qu'on n'imagine pas encore, et justement qui sont en train d'être construits, qui ouvrent vers cette nouvelle mobilité. C'est un peu ce qu'on constate sur ce salon, c'est-à-dire qu'effectivement ce salon qui était très réseau, très
mobile à proprement parler devient de plus en plus le salon où on parle encore voiture, où on parle encore transport, où on parle encore connexion dans les transports, enfin où la connexion devient presque ce qui permet d'arbitrer la mobilité. Donc en fait c'est un salon qui nous permet aujourd'hui de parler plus mobilité que mobile à proprement parler, et c'est ce qu'en tout cas c'est ce qui ressort une nouvelle fois cette année. C'est-à-dire que le mobile sort de notre poche pour aller intégrer des devices. C'est ce qui est intéressant. En même temps, je discutais samedi soir sans vous faire les discussions de bistrot, mais avec un ami qui est pareil dans notre secteur et qui parlait de plus en plus de cette mobilité où finalement c'est presque l'objet qui vient à nous, la boutique, la voiture autonome, l'espace, le cabinet, enfin, notamment un cabinet de dentiste qui pourrait être 100% mobile aujourd'hui et se déplacer sur le lieu de rendez-vous en lieu et place de nous déplacer. Donc effectivement, ce sont des applications que l'on pourrait voir aujourd'hui apparaître entre la voiture autonome, la capacité de la 5G à nous porter du réseau et tous ces éléments-là. Voilà, donc on a vu bien entendu, on l'avait vu aussi à Vegas, mais cette Smart qu'on adore. Ah oui. Effectivement. Et là, elle parce qu'elle fait Barcelona. Voilà, donc c'était assez fun. C'était un petit clin d'œil. En tout cas, si on veut continuer sur cette tendance de la mobilité, c'est qu'il y a des fabricants aujourd'hui qui construisent des puces véritablement proches de celles que l'on va avoir dans nos smartphones au niveau des SIM et des eSIM, c'est-à-dire des outils qui vont permettre de mettre directement dans un petit objet toute l'ADN, tout le matériel pour qu'il puisse se connecter demain à un réseau 5G. Donc ça, c'est déjà des puces que l'on peut voir apparaître et des SIM que l'on voit apparaître. Je crois d'ailleurs aussi que tu voulais nous parler pas mal de capteurs et notamment du Bixby. Ah oui, alors le Bixby, c'est l'IA de Samsung. Oui. Donc on revient avec un produit, puisqu'on a commencé par parler du S9, donc on revient sur le S9. Oui, le Bixby, c'est véritablement l'intelligence artificielle qui va, pour Samsung, être la promesse qui combat les intelligences artificielles d'outre-Atlantique pour eux, enfin d'outre-Pacifique pour eux, d'outre-Atlantique pour nous, qui sont celles de Google, celles d'Amazon, etc. C'est leur réponse à Google et leur réponse à Amazon qui est complètement intégrée dans le S9. Si on l'avait pas dit tout à l'heure, parce que je l'avais vu passer dans les mots-clés de notre... Non, on a quand même un fil conducteur à tenir. On avait vu des smartphones aussi anti-choc. Oui, alors oui, c'est vrai que Land Rover s'est positionné dessus. On a Caterpillar également, pour tous les amateurs de chantier debout et de tout ce que l'on n'aime pas à part dans les mud day. Effectivement, mais toute cette résistance aujourd'hui au smartphone qu'on appelle le smartphone tout-terrain. Donc pour ce Mobile World Congress, finalement, on a une grosse tendance qui est toutes les promesses qui sont autour de la 5G et qui vont se décliner du mobile vers la mobilité. Alors donc beaucoup de promesses pour un réseau que l'on ne voit pas encore, beaucoup de promesses d'équipement pour des contenus que nous n'avons pas, et donc en fait beaucoup de promesses dont on attend dès l'année prochaine des applications concrètes. Donc finalement, ce Mobile World Congress devient un peu le CES parce qu'il devient un salon où il y a beaucoup de promesses et il n'y a pas encore de choses qui sont entièrement réalisées. Globalement, tout se refond, tout se mute naturellement. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça nous permet d'avoir sur deux niveaux une vision des tendances avec le NRF entre-temps, entre le transport, la mobilité, l'intelligence artificielle, le retail, la data. Bon, on a déjà une bonne vision de ce que seront les tendances à venir et de tout ce que la technologie peut arriver à disrupter. Et donc voilà, comment est-ce que nous, on doit interagir là-dedans. L'impact de la société sur l'homme, bien entendu, c'est l'impact de la société sur l'homme. L'impact effectivement de la technologie sur l'homme et la transformation des usages, finalement, ces trois salons nous permettent quand même d'entrevoir un petit peu ce que sera notre avenir technologique. En tout cas, il le dessine. Celui-ci, ce qui est intéressant sur le Mobile World Congress, c'est d'entrevoir notamment cette forte notion de mobilité. Est-ce qu'à terme, on ne parlera pas que mobilité, non plus mobile à proprement parler? C'est des questions qu'on verra, qu'on traitera dans les prochains mois. Voilà. Bon, on a quand même été un petit peu mauvais parce qu'on nous a parlé de tas de choses qui étaient simplement annoncées, et alors qu'il y a des tas de choses qui sont aussi des produits. Il y a beaucoup de produits. Alors, les Chinois qui sont extrêmement présents sur les smartphones, notamment pas chers. Voilà. Alors, toutes ces marques qui fabriquent en fait des smartphones pour les marques premier prix ou le téléphone que Auchan va commercialiser avec sa marque propriétaire ou sa marque distributeur. Voilà, il y a aussi tous ces gens-là qui fabriquent des produits à façon. Il y a les équipementiers, il y a encore il y a Altran. On était présent bien entendu sur le CES avec des belles démos. Sur le CES. Je vais y arriver, mais déjà je suis bloqué. Non mais en septembre, on parlera de l'IFA. Non, excusez-nous. Mais non, sinon c'est vrai qu'effectivement beaucoup encore une fois de marques de voitures qui étaient présentes. Enfin, globalement c'était finalement presque c'était un mini CES. Voilà. Oui, c'est un CES que de mobilité. On va sur une partie. Voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup d'annonces encore une fois qui étaient assez intéressantes. Mais j'ai particulièrement apprécié les Arcos. Bon, alors en tout cas,
En début janvier, on a eu de la pluie à Las Vegas. Voilà. À Barcelone, on a de la pluie. Finalement, On est bien pareil, mais qu'est-ce qui caille? Voilà. Okay. Bon, c'était un petit résumé, c'était un petit débrief. Oui, qu'est-ce qu'il faut retenir, grosso modo, de ce Mobile World Congress. Si vous tapez MWC sur Internet, vous avez de toute façon des tas d'articles sur des tas de produits qui sont vraiment très intéressants. Maintenant, est-ce qu'on les adoptera? Comme d'habitude, Apple n'est pas là. Comme d'habitude, on a des promesses dans tous les sens. J'avais retenu, mais j'ai pas noté le nom et j'ai pas capté l'image. On a vu quand même apparaître les premiers smartphones avec double écran. C'est-à-dire, vous avez un smartphone qui s'ouvre et là, vous avez quasiment une petite tablette. Alors, on sait que la technologie est là avec les écrans souples, etc. On en parle déjà depuis longtemps, mais visiblement, il n'y a pas le modèle économique, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas l'usage qui se dessine derrière ces technologies que l'on sait maîtriser. Là, il y avait déjà une première tentative avec cet écran qui était un double écran, c'était pliable, etc. En tout cas, on a vu le produit, vous pourrez le voir. Je ne suis pas certain encore que justement sinon il y en aurait sûrement beaucoup plus qui seraient proposés. On ait vraiment les usages qui correspondent. Mais en tout cas, une fois que l'écran est déplié, oui, ça peut être sympa parce que forcément, on peut le partager en deux, comme on partage son nouvel iPad en deux, etc. Avec deux applications qui tournent en même temps. Voilà. On peut imaginer plein de choses. Bon. Bref, beaucoup d'usages encore à développer. Est-ce qu'on a tout dit ? Excusez-nous de vous avoir retenu votre attention pendant 20 minutes pour vous dire toutes ces choses qui sont passionnantes, mais qui sont aussi. Mais qui mériteraient qu'on en parle pendant une journée. D'ailleurs, on va faire un live pendant 24 heures. Je pense qu'effectivement, sur le cumulé, on devrait faire autant de vues que sur l'année. Voilà. Écoutez, si on a tout dit, on va se revoir très bientôt parce qu'on va tourner un épisode autour de la RGPD. Voilà. Le prochain qui sera apparaître. Réglementation sur vos données personnelles. Exactement. Et nous recevrons dans la foulée, très prochainement, Raphaël Catan qui viendra nous parler du retail connecté. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Nous serons aussi sur l'Ethereum Forum qui aura lieu la semaine prochaine. L'Ethereum Forum, c'est autour du 10, 8 je crois que c'est du 6 au 8 mars. Je crois mercredi, jeudi et vendredi. Et donc là, on va vous parler blockchain. Il y a plein de sujets absolument passionnants. Encore une fois, sur cette nouvelle technologie de rupture dont on parle relativement beaucoup et associée aux crypto-monnaies. En fait, derrière, il y a vraiment beaucoup de services et c'est un peu la grande messe ces 3 jours autour de la blockchain. Oui, sachant que l'Ether est quand même une crypto-monnaie qui sert à payer de véritables actions. Oui, totalement. Oui, on mine effectivement. Des smart contracts qui sont associés avec l'Ethereum. C'est pas tout à fait comme le Bitcoin qui est, lui, une monnaie un peu plus sulfureuse, même si elle est très connue. Exactement. Voilà. Donc je pense que là, il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'il est basé vraiment sur les protocoles. Et je pense qu'on parlera d'ailleurs beaucoup du protocole Proof of Stake, notamment sur la consommation énergétique réduite grâce à ce nouveau protocole sur le réseau. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Il caille vraiment beaucoup. Donc on va aller vite se mettre sous la couette. On vous remercie de nous avoir suivis. Chacun sa couette. Voilà. Oui, évidemment, je vous confirme. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye à tous. Salut à tous.